Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission phare sur le sport local dans les Yvelines. Vous connaissez désormais le concept de l'émission. Il y aura, comme d'habitude, des analyses, des débats et des duels d'anthologie entre nos incroyables chroniqueurs. Aujourd'hui, ils sont 5 autour de la table. Comme le niveau de la scène en ce moment en région parisienne, le niveau monte à chaque émission. Ils sont affûtés comme jamais. Présentation en musique. On commence à ma droite, c'est son premier SOP Sport de 2018. Comme toujours, il va donner le meilleur de lui-même. C'est un véritable compétiteur, champion d'Europe de cyclisme sur piste Masters, vice-champion du monde. Il n'a plus rien à prouver. Le capitaine Yann Dujarrier est avec nous pendant 1 heure. Bonsoir Mickaël. Vous n'avez plus rien à prouver, Yann? Plus rien à prouver, plus rien à toujours à prouver. Jamais rien n'est gagné. Et même quand on est devenu une première fois champion, le plus difficile, c'est d'y rester. Quand on est titré, le plus difficile, c'est d'y rester. Il y a un titre de champion du monde également à suivre, peut-être. Qui n'est toujours pas acquis. Justement, vous allez continuer. On passe à ma gauche musique. Son comeback dans cette émission était plus attendu que celui de Michael Jordan aux Chicago Bulls en 1995. On le surnomme sur ce plateau le Vengeur masqué car c'est un cavalier international. Et oui, on a beaucoup d'imagination dans SOP Sport. Il vous a manqué. Raoul Cotré-Dautré est avec nous pour cette émission. Bonjour Raoul. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Comment expliquez-vous cette longue absence dans cette émission? Des mises au point de... On a reçu plein de lettres de fans nous demandant la raison. On ne savait pas quoi leur répondre. Mais bon, je fais mon retour. J'avais plein de projets à mettre en place, mais je suis très content de vous revoir. Ouais. Vous et l'ensemble de l'équipe. Voilà. On va voir ça dans l'émission si vous êtes affûtés. On repasse de l'autre côté, musique. Lui aussi est en passe de devenir un all-star de cette émission. Arrivé en octobre sur ce plateau, sur la pointe des pieds, il devient aujourd'hui un titulaire indiscutable. Ses analyses sont aussi tranchantes qu'une lame. Ses réparties sont cinglantes. Tout cela avec un grand self-control. Nous avons décidé de lui donner un surnom, le gladiateur. Son nom est donc Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles. Comment allez-vous, Pierre? Ça va très bien. Bonsoir à tous. Force et honneur, là. Force et honneur, effectivement. Ce surnom, il vous convient bien? Ah, j'aime beaucoup. Vous aimez beaucoup? J'ai la barbe de Russell Crowe, tout va bien. C'est une bonne comparaison. Voilà. Je prends la présentation. Est flagrante, effectivement. Allez, je prends aussi ça. On passe à ma gauche, musique. Son style est souvent imité, mais jamais égalé. À chaque émission, il arrive avec beaucoup d'humour et son accent du sud-ouest. Et il arrive à nous surprendre avec ses punchlines sur le sport local. Mesdames et messieurs, je peux vous assurer que vous passerez une bonne heure en notre compagnie avec Jean Miss, l'ancien coach de plaisir. Bonjour Jean. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Voilà, une nouvelle émission pour vous. Impeccable. Super. Impeccable. On est toujours bien ici, toujours de moins en moins bien reçus, mais on est quand même pas mal. Vous êtes entouré de gladiateurs, de cavaliers, de capitaines. Il ne peut rien nous arriver. Il ne peut rien vous arriver. On repasse de l'autre côté, musique. C'est un véritable cerveau. C'est le cerveau de cette émission. Ses capacités vont au-delà des plus grandes études jamais réalisées par l'homme. C'est le Albert Einstein du sport local, le Newton des analyses. C'est une chance pour nous de l'avoir une nouvelle fois sur ce plateau. Frédéric Anderson est avec nous. Bonsoir tout le monde. Bonjour Frédéric. Alors, comment allez-vous? Très bien, très bien. Toujours content de retrouver les copains. Est-ce que vous avez pris quelques notes pour cette émission? On sait que vous venez avec des notes parfois écrites, parfois dans votre tête. Voilà, j'apprends tout par cœur avant de venir. Tout par cœur avant de venir? Toujours. Voilà, toutes les semaines, toutes les 2 semaines. On va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de rugby. Le Sky a failli faire sensation en faisant tomber le leader de Division Honneur. Cette défaite est-elle un mal pour un bien? Nous y reprendrons dans quelques instants. Nous évoquerons également le premier match de la saison des Templiers d'Elancourt en 2e division de football américain. Mais avant de développer ces thèmes, coup de projecteur sur la boxe. On commence donc par de la boxe. Les images ont fait le tour des médias français et internationaux à l'issue de la victoire par KO au 7e round de Marvin Petit face à Samir Kasmi. Dans le championnat international léger, une bagarre générale a éclaté entre les supporters des 2 hommes. Ce samedi 20 janvier à Levallois-Perret, le boxeur Elancourtois a même reçu une chaise sur la tête. Conséquence, le résultat de Marvin Petit était non homologué à la fin de la rencontre et on pouvait craindre une suspension de la boxe à vie pour le boxeur. On écoute son entraîneur, nous l'avions eu au téléphone juste après son combat. Je suis dégoûté. Après, je ne sais pas si on doit prendre un avocat ou pas. Donc, on est en train de discuter avec le promoteur qui a perdu gros aussi cette soirée-là. Oui, il y a de quoi être dégoûté. Hein. Ça représente des mois d'efforts, des années, parce que Marvin, je l'ai depuis l'âge de 15 ans, 14 ou 15 ans. Donc, c'est des années, des efforts pour une poignée de mecs qui ont rien à faire dans le sport.
La décision est finalement tombée ce mercredi 24 janvier et l'histoire se termine plutôt bien pour Marvin Petit. Il remporte officiellement la ceinture et intègre le top 15 mondial. Il a tenu à réagir sur les réseaux sociaux. On regarde un extrait en vidéo. La boxe, de toute façon, c'est un sport. C'est pas de la bagarre. On doit donner l'exemple. C'est vrai, ce qui est arrivé n'aurait dû pas arriver. Mais il y a eu beaucoup de trucs qui a fait que il y avait ma femme qui était enceinte, quoi, et qui était en bas du ring. Et quand vous voyez votre femme qui est enceinte, qui est en bas du ring, qui prend une chaise, c'est tout à fait normal qu'on veut descendre du ring. C'était impressionnant pour moi. Pour moi, après, je me canalisais plus. J'étais un autre homme, en fait. Il y avait mes parents, ma mère, mon neveu. C'était incroyable. Non, franchement, c'était incroyable. Après, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et je remercie la fédération, je remercie la WBA d'avoir reconnu aussi. Merci à la WBA. Et voilà, je sais plus quoi vous dire. Je suis vraiment très très heureux d'avoir reconnu cette ceinture là. C'est ma ceinture et c'est moi le champion WBA continental. Une réaction rapidement autour de cette table sur cette vidéo, Yann? Je trouve dommage qu'il n'ait pas réussi à contenir ses nerfs malgré les circonstances. En effet, comme il dit, ils doivent montrer l'exemple. Maintenant, des excités qui sont pas capables de comprendre la différence entre le sport et puis, simplement que le sport, ça doit rester du sport et l'agressivité ne doit pas rentrer dans les terrains, et dans les stades, tout simplement. Raoul, pareil pour vous? Moi, je suis très content que justice ait été rendue. Vous savez, sur un ring, on souffre. Physiquement, certes, mais psychologiquement. Et on le remarque, et ça, c'est unanime chez tous les boxeurs. Après un combat, on se retrouve dans un état psychologique qui est très, très fragile. Et à ce moment-là, c'est pour ça que vous ne voyez jamais vraiment les boxeurs aller célébrer leur victoire ou leur défaite en boîte de nuit. Où ils ont surtout besoin d'être entourés de leurs proches et des gens qui leur sont chers. Donc, on est dans un état psychologique très, très, très fragile et qui peut pousser à certaines réactions. D'autant plus qu'on peut, c'est pas mon rôle de le faire là, mais on peut clairement identifier des responsables et les gens qui ont subi. Hein. C'est le fan club de Marvin, je le connais, je le vois à l'entraînement et on le voit pendant plusieurs réunions de boxe. Ces gens qui font du bruit, mais ces gens qui viennent supporter, qui n'ont jamais été à l'origine d'un problème quelconque. Hein. Donc là, on sait vraiment identifier les coupables et de toute façon, Marvin va se bonifier avec l'âge et il apprendra peut-être, mais les boxeurs en France ne sont pas comme aux États-Unis des stars à qui on apprend à devenir populaire et à qui on fait une éducation médiatique. Donc il a réagi comme il pouvait et il se bonifiera avec l'âge. Il disait dans la vidéo, il y avait sa femme également qui a subi des coups. Sa femme enceinte. Je peux dire, déontologiquement, on ne doit jamais excuser ce genre d'action. Mais moi, je suis désolé, je suis obligé de prendre sa défense à ce moment-là. Pas parce que je partage sa salle, mais parce que je me mets à sa place et on reste des humains. Et, voilà. Et je pense qu'il n'a fait qu'à réagir à une animosité qui n'était pas à l'origine, de son origine et de l'origine de son camp. Et du coup, son titre est pleinement valable. C'était une super nouvelle, maxi méritée en plus. Et on verra pour la suite. Hein. Il est dans l'âge où justement il est prêt maintenant pour se mettre à la portée d'un titre mondial, même si la catégorie a très relevé. C'est pile le bon moment, il était hors de question que ça lui passe sous le nez. Pierre? Il y a deux choses qui me marquent. La première, on se rappelle du titre de cette émission-là, si on parlait sport. C'est dommage de voir des images comme celle-là, c'est-à-dire quelles que soient les raisons, effectivement, d'aller chercher les responsables de ce genre de déviance et de dérapage. Donc c'est vraiment dommage de voir une réunion sportive, quelle qu'elle soit, tourner en pugilat à ce point-là, même dans une salle de boxe. Ça doit boxer sur le ring, pas autour. Et la deuxième, c'est le mea culpa du champion là, qui a réagi a priori avec ses tripes et avec ses nerfs et qui
qui n'a pas mesuré sûrement les conséquences possibles de se battre en dehors d'un ring. Il a peut-être été humain avant d'être boxeur. C'est ce qu'il a l'air de dire en citant l'ensemble de sa famille et autres. Au final, il a son titre, tant mieux pour lui. Il faut vite passer à autre chose sur un événement comme celui-là, parce que c'est pas forcément une très bonne pub pour la boxe ou pour le sport en général. Un événement supplémentaire en défaveur de la boxe, déjà ça se passe pas très bien en France, la boxe, malheureusement, mais... Moi, ce que je trouve dommage, c'est que on le prive de la célébration qu'il aurait dû avoir sur son ring, puisque derrière, il n'a pas eu la remise de la ceinture. C'est comme si tu es champion olympique et tu montes pas sur le podium, quoi. Du coup, il l'attend par la poste. Super, en ce moment. Super, ça fait plaisir. Après, moi, j'y mets un petit bémol. Certes, il a réagi en humain, on est tous d'accord autour de la table. Maintenant, c'est quand même un professionnel, lui, de la boxe. Et son rôle, comme l'a dit Pierre, c'est de se battre sur le ring, mais en aucun cas d'aller se battre de l'autre côté du ring. Même si on peut tous autour de la table estimer que c'est simplement un réflexe humain de voir sa famille, il a expliqué. Mais ça a failli quand même lui coûter sa carrière. Ce débordement de la part, c'est pour moi une faute professionnelle quelque part. Et il aurait pu être exclu. Il aurait pu être exclu et mettre un terme à sa carrière. Les instances. Voilà, mettre un terme à sa carrière. Donc c'est quand même, certes, c'est une réaction, mais on peut moins l'excuser qu'une personne lambda qui, normalement, lui, c'est un professionnel. Il doit maîtriser, il doit se maîtriser, quelles que soient les raisons. Et je pense qu'il a quand même... Bien sûr que, moi, je suis tout à fait d'accord, c'est normal, il a son titre, il a acquis sur le ring. Maintenant, il n'a pas réagi en professionnel après. Et là, ça a failli lui coûter sa carrière. Je pense qu'il en a pris conscience après coup. Donc, j'espère qu'au moins, ça lui servira de leçon pour la suite. Après, bien sûr, c'est inexcusable ce qui se passe. Après, ce type d'événement arrive heureusement très très peu dans les... De cette ampleur-là. Voilà. Le problème, c'est que les événements de boxe sont très souvent, malheureusement, le théâtre d'un conflit qui est bien en dehors du sport, d'un conflit social, d'un conflit entre bandes, parfois même de religion. C'est vraiment l'événement qui s'écarte le plus du sport. Il y a le foot aussi, mais il y a quand même une grande partie de footeux qui vont voir le foot. En boxe, non. Il n'y a pas beaucoup d'amoureux de boxe. Il y a des gens qui auraient voulu être boxeurs qui ne le sont pas, et ça frustre. Et du coup, on vient voir de la violence. En France, quand on va voir un combat de boxe, on est très peu à aimer la boxe. Et on finit par préférer la regarder à la télé parce que comme ça on a son moment de sport à soi et on n'est pas dérangé par des gens qui viennent de manière perverse voir de la violence. Et c'est surtout ça. Ça ressemble aussi malheureusement, c'est ça. À un élastique qui pète avec une tension mais énorme entre deux bandes et autres. On le voit pas, ça passe pas à la télé parce que ça n'arrive pas, mais même au Vélodrome, les gens se sont contenus, mais c'est une tension qui est permanente. On a beaucoup de mal et avec un service de sécurité qui laisse à désirer par rapport aux autres sports parce que peu de moyens. Donc c'est pour ça qu'on en arrive à des éléments comme ça, parce que normalement un match de foot, une bande comme ça, c'est vite calmé. Vite calmé. Pourquoi Marvin il saute du ring? Parce que justement les mecs qui étaient là, ils n'étaient pas en mesure de calmer la situation. Donc quand il parle de sa femme, c'est parce qu'effectivement c'est pas du cinéma. C'est parce que vraiment les gens ne pouvaient pas contenir la masse. Avec Anderson, il a reçu des crachats notamment en arrivant devant le ring pour combattre, de la part des supporters de Samir Kasmi. Est-ce que vous comprenez cette situation, ce qui s'est passé après? Non, enfin, c'est complètement désolant de voir ce type de spectacle. Après, j'espère que ça servira de leçon aux organisateurs et que toutes les mesures seront mises en place pour pas que ça se reproduise. Et qu'au final, on retiendra de ce combat le titre du boxeur et qu'on retiendra le sport au-delà de la violence qu'il y a pu avoir à côté, rien de plus que... Malamine Koné a déjà annoncé qu'il voulait poursuivre l'organisation de grands événements autour de la boxe. S'il offre les gages de sécurité et d'organisation adéquates, pourquoi pas, mais c'est pas censé se passer comme ça reste du sport comme ça a déjà été dit autour de la table. Et non, je pense que ce genre de comportement n'a rien à faire dans le milieu sportif. Et c'est important de le dénoncer, de le combattre et d'en tirer les leçons à chaque fois qu'il y a un dérapage, de pouvoir faire en sorte que ça ne se reproduise plus. La question sur ce thème... Cet incident peut-il suivre Marvin Petit tout au long de sa carrière? Oui ou non? Non. Non. Oui. Un petit duel entre vous, Pierre et Jean? Jean, vous commencez? Oui. Pour vous, ça ne le suivra pas tout au long de sa carrière? Non, ça ne le suivra pas parce que c'est vraiment indépendant de sa volonté déjà et que je ne pense pas qu'il aura affaire systématiquement à des gens qui n'ont rien à faire dans une salle de sport.
Donc c'est quand même, heureusement pour tout le monde, un cas isolé, ce genre de comportement. Et là, la fédération elle-même a reconnu quand même que sportivement, il a quand même sa ceinture et qu'il continue sa carrière comme s'il n'y avait pas eu d'incident, quoi. Donc je parle du côté sportif. Donc pour moi, sportivement, il peut continuer à se consacrer à sa carrière et à obtenir une chance pour le titre champion du monde, aller boxer à l'étranger. C'est ce dont il a besoin, vraiment, d'aller arrêter de boxer en France. Moi, je dirais simplement que ça peut le suivre parce qu'il serait, je parle encore au conditionnel, serait un peu plus surveillé. On parlait des circonstances avec la tension, les circonstances particulières de la boxe, d'un combat de boxe. Tu disais tout à l'heure qu'il faut se rappeler que c'est un professionnel du métier. Donc lui, en gros, il est sur le ring, c'est lui qui combat. Autour, ce qui se passe, bon, là, ça a dépassé certaines limites. Il a eu cette réaction humaine de ne pas pouvoir, donc de ne pas devoir peut-être se maîtriser parce qu'il y avait ses proches en danger. Donc circonstances un peu particulières, certes, mais ça peut peut-être le suivre sur une surveillance ou en disant il a été capable de le faire une fois, après maintenant. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il redevienne professionnel et que de pareilles circonstances ne se reproduisent pas, et deux, qu'il puisse continuer à combattre uniquement sur le ring et pas en dehors. Yann Dujarrier, un avis qui a raison, qui a tort? Marvin a un bilan de 23 victoires, un nul et une défaite depuis le début de sa carrière professionnelle. Est-ce que finalement, c'est les chiffres qu'on va retenir à la fin de sa carrière et non pas cet acte-là? S'il a encore beaucoup de combats derrière, bien sûr que ce sera oublié, puisqu'il sera capable de prouver qu'il... De toute façon, cette situation ne se reproduira pas, mais que justement, il est capable de se contenir en fin de combat et de pouvoir... donc, voilà, c'est un événement malheureux, mais ça... Non, pas majeur dans une carrière. Non, pas majeur. Selon vous. Je vais parler de football, mais c'est vrai que dans le foot, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Et c'est parce qu'on retient des clubs. On ne retient pas que ces éléments-là. On va plutôt retenir une victoire plutôt qu'un fait qui a pu se passer. Voilà, on parle toujours du palmarès. Et en effet, vous avez raison, ce seront certainement les chiffres qui resteront sur sa carrière quand il aura terminé. Cet événement malheureux ne restera pas. À contrario, au rugby, par exemple, une belle bagarre générale, on retiendra plus facilement la bagarre générale que le résultat du match. Mais une belle, pas un truc de voyou, une belle bagarre générale entre hommes. C'est un vrai spectacle, quoi. Dernière question, vous pensez que ça peut le rendre plus fort, Marvin, d'avoir vécu cet épisode-là? Raoul? Je pense que, vu la petite période de doute qu'il a eue, même si elle a été assez courte, il a dû se rendre compte à quel point cette ceinture lui était chère. Ouais. Le fait de ne pas avoir été récompensé directement de son KO, je crois que il risque de réfléchir à deux fois maintenant avant de... Il va gagner en maturité. Oui, certainement. Voilà. Mais de toute façon, ça se voit. Mais il va être obligé. Frédéric Anderson, vous êtes d'accord? Il va gagner en expérience, en maturité? C'est toujours des événements compliqués comme ça marque une carrière et c'est vrai que c'est toujours l'opportunité d'apprendre. Après, ce qui est important de se rappeler aussi, c'est qu'il a été victime des événements et que c'est pas lui l'instigateur. Donc il ne faudrait pas non plus le placer en coupable de la situation. Il a subi les événements, il a essayé de protéger sa famille. Je pense que tout le monde peut comprendre cette réaction-là. Après, c'est sûr que ça n'a pas sa place autour d'un ring ou dans n'importe quelle enceinte sportive. Mais on ne peut pas trop savoir comment les gens vont réagir, est-ce qu'ils vont se souvenir du combat ou pas, enfin, comment ils vont s'en souvenir, est-ce que ça restera anecdotique ou est-ce que ça va le marquer. Mais je pense qu'à mesure où sa carrière va continuer, s'il continue d'enchaîner les succès, je pense que ça restera qu'un mauvais souvenir, qu'une mauvaise période de sa carrière. Je parle de trop. En tout cas, Marvin Petit en route vers un possible titre de champion du monde, mais avant de viser le monde, il devrait défendre son titre de l'Union européenne au mois de mars. Après la boxe du rugby, il n'a manqué qu'une minute au Sky Rugby ce dimanche 21 janvier pour créer l'une des plus grosses sensations de la saison en division honneur. Le promu Saint-Quentinois s'est incliné sur la dernière action du match contre Cergy-Pontoise après avoir été mené 12-0. Le Sky marque un essai et 2 pénalités pour passer devant à 1 minute de la fin avant de se prendre un contre sur la dernière action. Score final 17-13, un scénario qui laisse beaucoup de regrets au club. On l'écoute. On était presque à une seconde, quoi. Une seconde de la fin. Et ils reprennent l'avantage avec un essai. C'est dommage. Ah ouais, un plaquage raté, c'est parti.
Cergy, c'est la grosse équipe de la poule, premier, quasiment invaincu, jamais vraiment mis en difficulté par les équipes. Donc c'était une grosse performance de notre part. Et c'est très très frustrant encore de se retrouver à perdre ce match. Avec ce résultat, les Saint-Quentinois prennent le point de bonus défensif. Ils occupent désormais la 8e place du championnat. La question sur ce thème, est-ce que les défaites encourageantes existent dans le sport ? Oui ou non ? Oui, mais pas celle-là. Quand on voit le scénario du match, c'est quand même plutôt encourageant. Non. Est-ce que les défaites... Alors non, on va faire un petit duel. Oui, non, oui, non. Non, par rapport à votre question, la réponse est oui, en Alors, effet. Avant de faire un petit duel entre Raoul et Frédéric Anderson, on vous écoute, Yann. Par rapport à votre question, la réponse c'est oui. On apprend dans les défaites. Mais cette défaite-là n'est pas du tout. Ben non, vous gagnez à 1 minute de la fin et vous prenez un contre et vous perdez le match. C'est l'égalisation au football dans la dernière minute quand vous êtes obligé de reboucher le champagne et puis au final vous perdez au tir au but. Non, là, cette défaite-là, elle est vraiment. Elle n'est pas encourageante, selon vous. Pas pour moi, non, pas du tout. Elle va être difficile à encaisser. Difficile à encaisser. Ah oui. Petit duel. Qui commence ? Frédéric ? Alors, est-ce qu'il y a des défaites encourageantes ? Ça dépend du contexte, je pense. Dans le cadre d'un championnat, quand le championnat est encore long, si on a réussi à montrer un fond de jeu plus intéressant, si on a réussi à développer plus de rugby que le match d'avant, ça reste prometteur pour les matchs à venir. Après, si on est en fin de championnat, ça peut nourrir des regrets. Si on est en début de championnat, ça peut être encourageant. Parfois, ça peut être une bonne défaite, comme on le dit souvent. Après, là, on est en milieu de championnat. Après, ça dépend. On verra à la fin du championnat. Est-ce qu'ils vont regretter d'avoir laissé quelques points sur le carreau si jamais ils sont relégués à la fin du championnat ? S'ils avaient pu espérer décrocher une place pour les playoffs ou pour la montée. Après, si dans tous les cas ils finissent en milieu de tableau, ça n'aura rien changé, ça n'aura pas eu d'impact sur le championnat. Donc ça peut être neutre, ça peut être négatif, ça peut être positif, ça dépend ce qu'ils en font après. Raoul. Donc il existe des défaites encourageantes selon vous. Bon, moi c'est vrai que également la défaite c'est pas forcément quelque chose que j'envisage dans ce que j'entreprends. Après pour moi il y a la défaite positive et la défaite négative. Une défaite pendant laquelle notre meilleur niveau s'est illustré et justement par le fait d'avoir remonté, parce qu'ils sont menés quand même 12-0 au début, de remonter et de passer finalement de 13-12. Voilà, et de reperdre par malchance. Bon, c'est une défaite durant laquelle on a perdu, d'accord, mais on peut se rassurer sur le fait d'avoir montré un très très bon niveau de jeu. Donc à ce moment-là, je pense qu'elle reste quand même positive, cette défaite. Pierre, la manière. Il y aurait vraiment un seul point qui serait pour moi encourageant, parce que je ne pense pas qu'il puisse y avoir de défaite encourageante, c'est la manière avec laquelle ils ont résisté à un leader. Cergy qui arrive avec 9 victoires, 1 défaite, une grosse équipe. Ils sont à la maison, Saint-Quentin est à la maison. Le scénario est juste dantesque, ils perdent à la dernière seconde. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est une défaite encourageante, parce que c'est de la manière dont on se projette dans l'avenir. Elle est encourageante si jamais ça montre quelques qualités mentales qui se révèlent, quelques qualités collectives, solidaires qui se révèlent pour la fin de la saison. Là, en l'occurrence, on est sur un scénario où on perd à la dernière seconde sur un contre. Je pense qu'ils vont plus, passez-moi les expressions, ils vont plus se les couper, se les cuisiner et puis se les manger après, parce que justement on est passé tellement près que ce type de scénario et de conclusion de scénario va les hanter un petit peu. Donc je dirais presque à la place de l'entraîneur, je les encourage peut-être plus à gagner, ça sera plus simple. Ça sera plus simple pour la fin de la saison. Ça sera plus encourageant. Ça sera plus encourageant pour la fin de la saison. Yann, un scénario de défaite encourageante, c'est vous êtes contre un adversaire plus fort et vous avez mené tout le match, sauf que ça se jouait jamais à grand chose, et puis vous prenez un essai dans les derniers, à la fin, parce que physiquement vous avez baissé, et alors que là le scénario il est vraiment pas du tout. Ce scénario là il est vraiment horrible. Jean. Oui, alors pour moi il y a peut-être un peu tiboré la performance du Sky Rugby avec la météo. Voilà. Qui était j'allais le dire, il y a un facteur là pour l'instant qu'on n'a pas pris en compte, c'est que dimanche il y avait un temps quand même épouvantable.
un terrain épouvantable, des conditions météo épouvantables. On sait pertinemment que les balles qui glissent également. À ce niveau-là, ça nivelle les équipes. Ça nivelle les équipes, donc ça favorise les équipes faibles. Parce que justement, les conditions climatiques ne permettent pas de mettre le jeu en place tel qu'on peut le faire lorsque le ballon est pas dans des glissants et des choses comme ça. Donc, certes, ils sont passés près de l'exploit, mais encore une fois, ces conditions climatiques les ont bien aidés. Et là aussi, pour moi, oui, quelquefois, il peut y avoir des défaites encourageantes, parce qu'il y a ce qu'on appelle au rugby, comme dans tous les sports, des niveaux. Vous êtes tombé contre une équipe où vous allez jouer 10 fois, vous gagnerez 0 fois, parce qu'ils sont plus forts que vous, tout simplement. Et donc, il faut regarder par rapport au niveau de l'équipe qu'on a en face, si nous, on est capable d'élever notre niveau de jeu. Et si ce qu'on met en place à l'entraînement, en tant qu'entraîneur de rugby, si le collectif qui est mis en place fonctionne face à des grosses équipes, mais qu'à l'arrivée, le score n'y est pas, ça peut être une défaite encourageante. Mais sinon, dans le mot défaite, il y a défaite. Donc forcément, c'est le seul encouragement qu'on peut avoir, c'est la contenue du travail fourni sur le terrain et non pas le résultat. Là, dans ce cas-là, oui. J'ai revu les images, il y a une personne qu'on peut qu'on peut féliciter, c'est le caméraman. On n'est même pas foutu d'avoir l'essai victorieux. C'était moi-même, effectivement. Je le précise, je l'assume. Alors, Frédéric, est-ce que les coachs peuvent travailler quand même autour de cette performance ? Si je peux appeler ça une performance. C'est compliqué, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Si je peux ramener ça à ce que moi j'ai pu vivre en tant que joueur, c'était il y a quelques années, quand on avait joué en Autriche, en championnat d'Europe. On avait rencontré une grosse équipe européenne et puis on avait perdu de pas grand-chose. On avait perdu 14-6 à la fin du match. Et c'est vrai que on aurait pu croire que on n'aurait pas fait le point, on aurait pris une caisse et on serait rentré chez nous, on aurait fait 36 heures de bus aller-retour pour rien. Mais c'est vrai qu'on est revenu d'Autriche avec des blessures et que derrière on avait une demi-finale de championnat de France à jouer et on est venu avec tellement de blessés qu'une équipe qu'on avait malmenée en championnat au match aller, au match retour, on n'a pas réussi à les vaincre et ça nous a coûté notre saison. Donc une défaite qui avait l'air encourageante, au final, elle nous a coûté bien plus cher que ce qu'on aurait voulu. Donc c'est toujours une histoire de contexte et comment réagissent les joueurs, comment réagit le groupe, est-ce que le groupe a souffert à l'issue du match ou pas. C'est vrai qu'au-delà du résultat, c'est plus aussi la manière, comme ça a déjà été dit, qui permet de décider ou non si la défaite a été encourageante ou pas. Dernière question sur cette thématique, on va regarder le classement. Ils sont pour l'instant 8e sur 10 équipes. Est-ce qu'ils peuvent se sauver ? Il n'y a qu'une seule équipe qui descend. Non, c'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils vont. Oui, ils ont 10 points d'avance sur la dernière équipe. Ça va quoi. On a déjà passé c'est la même chose dans la poule dans la poule 2. Ils vont passer, ils vont rester en division 2. Ils ont 10 points d'avance, il reste 7 matchs. Ouais. C'est bon. Ouais. Vous êtes d'accord ? Ça voudrait dire qu'il faudrait que Bretigny gagne 3 matchs de plus que le Sky. Donc il faut d'abord qu'il gagne. Regardez à tous les niveaux, même quand on regarde tout en haut, 15 de France, les défaites encourageantes. Au bout d'un certain moment, il faut gagner. Il faut gagner. Ce sera le mot de la fin sur ce thème. Après le rugby, nous allons passer à un autre sport de contact, le football américain de Frédéric Anderson. T'aurais pas dû venir, toi. En football américain, les Templiers d'Élancourt reprenaient ce week-end le championnat de 2e division pour leur premier match. Les Élancourtois n'ont pu faire mieux que match nul 8-partout sur leur terrain contre les Vikings de Villeneuve-d'Ascq. Dans des conditions climatiques compliquées, favoris de la rencontre, les Templiers réalisent une première contre-performance cette saison. On écoute la réaction d'un joueur à la fin du match. On ne s'attendait pas à ce résultat-là. C'est vrai qu'on s'attendait à mener très rapidement dans le game. C'est vrai que, comme je vous ai dit auparavant, on a fait pas mal d'erreurs en défense et en attaque, ce qui nous a mis en difficulté à suivre le score. C'est une vraie déception ce résultat, Frédéric Anderson ? Forcément, nous on était là pour gagner. Donc à partir du moment où la victoire n'est pas au rendez-vous, forcément il y a énormément de déception. Presque autant qu'une défaite, et le problème du match nul, c'est qu'on ne sait pas trop comment le considérer. C'est une déception, c'est pas aussi pire qu'une défaite, mais... Est-ce que c'est encourageant ? Est-ce que c'est un nul Est-ce que c'est un nul encourageant ? C'est autre chose que la défaite. C'était un premier match de saison. Après, on pensait le gagner. Les résultats sont pas au rendez-vous. On a fait trop d'erreurs. On n'a pas été capable
faire la différence au moment crucial. La météo aussi était difficile, mais elle était difficile pour les deux équipes, donc c'est pas vraiment une excuse. Je veux dire, la météo nous a aussi sauvé le match, parce qu'il faut voir aussi que l'équipe d'en face était aussi capable. Match nul, 8-8, ils auraient pu nous la mettre à la fin. C'était... c'est 8-8, c'est serré. Ça passe. Normalement, moi, c'est ringing. Non, c'est compliqué. Après, c'est un premier match de saison, donc un championnat, c'est long, et on va voir comment ils réagissent déjà dès ce week-end. On est retourné au boulot cette semaine, on a pris les vidéos, on a décortiqué, j'ai noté les joueurs sur leur performance. Il y a eu beaucoup de zéros, il y a eu beaucoup d'erreurs qu'il va falloir corriger dès le prochain match, qui sera un match contre le promu, donc on peut espérer, on va pas dire un match facile, mais pas forcément un match aussi compliqué que contre les cadors du championnat. Donc difficile, un match nul, c'est un peu nul, quoi. Alors pour ce premier match de la saison, les Templiers n'ont pas joué avec d'import US. Je ne me trompe pas, Frédéric Anderson. Donc des joueurs venus des États-Unis. Quand on voit le résultat final, est-ce qu'on se dit qu'il y a urgence à recruter un Américain? C'est la question de cette thématique foot US. Oui ou non? Est-ce qu'il y a urgence à recruter un import US? Vous êtes partagés. On fait un petit duel entre vous, Raoul, et Pierre, le retour? Raoul, vous commencez? Je pense que c'est une bonne idée. Je suis favorable à ce genre de remaniement dans ces sports qui sont beaucoup plus américains d'origine. Mais en y ajoutant une seule limite, c'est que ces choses-là restent provisoires et que ces intervenants américains aient un rôle et une deuxième casquette de formateur au sein du club français ou européen, en tous les cas, dans lequel il intervient. Parce que je pense que ce qui rend le projet intéressant à la fin, c'est d'être capable de constituer une équipe 100% française qui joue au meilleur niveau, quoi. Donc, à condition que ça soit provisoire et que les gens qui viennent jouer ne viennent pas juste jouer et encaisser le pognon, mais aussi former des Français. Voilà. Je ne sais pas trop comment ça s'organise, mais pour moi, c'est la meilleure chose. On laisse Pierre répondre et après on verra avec Frédéric Anderson. Et je fais un parallèle par rapport au basket. Donc les deux sports US phares qui sont importés en Europe et notamment en France. Je ne connais pas la qualité de ton effectif à Léoncourt, mais il me semble qu'un apport d'un joueur ou de technicien américain pourrait transmettre au moins la culture et faire un petit peu ce déclic en début de saison qui pourrait apporter un plus et un peu plus de force, peut-être un peu plus de sérénité par l'expérience à une équipe qui démarre son championnat. Est-ce que ça doit durer toute la saison? Ça dépend de la manière dont la mayonnaise prend. Mais en tout cas, je pense que c'est salutaire en termes de transmission de culture, d'expérience et puis de sérénité peut-être, de sécurité et de sérénité que ça apporte à une équipe qui démarre sa saison. Frédéric Anderson. Concernant les imports, c'est un peu comme disait Raoul, si c'est juste pour prendre un mercenaire qui vient et qui s'en va, qui prend ses cailloux et qui s'en va, bon, c'est pas forcément intéressant. Donc généralement, il reste combien de temps au club? Ça dépend des Américains, 3, ça dépend du nombre de cailloux. Généralement, il arrive en début de saison, autour du mois de janvier, et puis il reste jusqu'à la fin du championnat. Après, ça dépend des besoins de l'équipe, ça dépend du projet aussi qu'on lui propose, et ça oriente aussi notre recherche vis-à-vis de l'import. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant, par exemple, dans un sport comme le basket, on prend un Américain, ça se joue à 5 contre 5, c'est déjà 20% de l'effectif. Sur une équipe de football américain, c'est déjà un sport de spécialistes. Il y en a 11 en attaque, c'est pas les mêmes 11 en défense. C'est-à-dire que si je prends un Américain, ça va me faire un 11e, je sais pas combien ça fait en pourcentage, mais ça fait beaucoup moins, oui. Et forcément, son impact sur le jeu peut ne pas être aussi lourd que dans d'autres sports. Après, moi, je pars du principe qu'on peut avoir le meilleur Américain du monde. Si autour, l'effectif de Français n'a pas le niveau, ça n'aura pas vraiment d'impact. Il va venir s'en aller, il n'aura rien laissé au club. C'est pour ça qu'aussi, souvent, au niveau des imports, c'est plus intéressant de trouver des Américains qui peuvent aussi coacher sur les jeunes. Des techniciens. Voilà, qui peuvent prendre sur les jeunes. Ou sinon, faire venir des coachs. Parce qu'au moins, les entraîneurs, ils viennent et ils transmettent leur savoir. Et quand ils s'en vont, au moins, il reste ce qu'on a appris de lui. Quand c'est des joueurs, c'est pas toujours le cas, c'est plus compliqué, c'est un peu la roulette russe, on sait jamais trop sur quoi on va tomber. Des fois, on tombe sur les Américains, ils sont pas bons. Alors, on aurait mieux fait de rien prendre du tout, ou de prendre un Canadien, ou de prendre un Russe, ou de prendre un autre joueur, ou même rien prendre du tout, garder les cailloux et puis acheter du matos pour autre chose, quoi. Mais c'est vrai que
Non, les imports, c'est vrai que ça fait toujours tous les joueurs veulent toujours savoir qu'est-ce qu'on prend, on prend un américain, machin. C'est vrai que souvent on prenait les quarterbacks parce que c'est des positions qui sont dures à développer en France. Vous aviez pris dans le passé Sean Shelton qui avait emmené les Templiers en Coupe d'Europe, qui avait sublimé l'équipe. Et par contre, il y a eu Zach Shaw qui a moins marqué. C'était une moins bonne pioche, voilà, et il a emmené le club en deuxième division. Enfin, il a emmené avec l'équipe, bien sûr. Très belle perte. C'est ça, ça n'avait pas été une très bonne saison, mais on s'était maintenu à l'issue de la saison. C'est vrai que c'était l'exemple de l'Américain qui pèse pas plus que ça qui fait un peu regretter le fait d'avoir pris un import qu'on n'ait pas pris quelqu'un d'autre. Après, Après, c'était un super gars, donc c'est toujours c'est compliqué de le critiquer. Il rentrait peut-être dans la politique de formation également, comme disait Raoul. Je sais plus si on l'avait utilisé comme entraîneur, mais les Américains qu'on avait pris ces dernières années avaient coaché sur les jeunes. C'est vrai que les jeunes étaient super heureux d'avoir un coach américain pour leur apprendre le football. Ça a augmenté l'investissement des jeunes et c'est vrai que ça avait laissé leur trace, ça avait laissé la trace dans le club de leur passage. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Yann, ouais. Est-ce que vous êtes plutôt favorable ou défavorable à l'arrivée d'un port ? Restons bleu-blanc-rouge parce que je pense qu'on a... Un discours très nationaliste. Ouais, moi je suis super chauvin, pas de souci. Donc j'assume mon chauvinisme. Maintenant, c'est vrai que ce sont des sports culturellement qui viennent de l'autre côté de la planète. Donc peut-être... Il faut faire avec les Français qu'on a ici en France, selon vous. Ouais, oui, parce que pas simplement pour la simple et bonne raison. Alors, il faudrait que tout le monde joue le jeu aussi, mais parce que on joue entre Français. Mais si, en effet, dans d'autres clubs, ils ont des étrangers qui viennent renforcer, il y a un moment où vous êtes obligé aussi de copier de copier les copains. Et c'est ça, il faudrait que tout le monde joue le jeu, que tout le monde reste franco-français, et d'avoir peut-être de créer cette marque de fabrique comme dans le rugby. C'est vrai que alors ça marche pas très bien ces dernières années et ça commence à faire un petit peu long, mais c'est vrai qu'on dit que les Français ils ont un jeu atypique et donc ça peut partir à n'importe quel moment de n'importe où. C'est vrai que c'est ça qui est fort dans le rugby. Donc peut-être sur un sport comme le football américain, créer sa propre identité, voilà. Frédéric Anderson, est-ce que ça coûte cher aussi de recruter un Américain pour les finances du club? C'est un coût, c'est des ressources. Après, si les ressources qu'on investit sur un Américain, c'est des ressources qu'on ne peut pas investir ailleurs. Sur du matériel pour les jeunes, sur du matériel à louer. C'est vrai que c'est un sport pas forcément facile d'accès par le coût initial de l'équipement. Et puis vis-à-vis du développement du club, c'est toujours plus intéressant d'investir ses ressources dans du matériel, ce qui veut dire que sur l'année plus 1, plus 2, plus 3, l'argent est toujours là. Qu'avec un import, on lui a donné l'argent et puis l'année d'après, l'argent a disparu. Il n'y a plus vraiment de retour dessus. Après, quand on regarde l'effectif qu'on peut avoir, je pense qu'on a de quoi développer un jeu intéressant sans import. Je pense qu'en championnat de deuxième division, c'est pas indispensable. C'est vrai que ça peut être un plus, mais comme je le disais, c'est important aussi de développer ce qu'il y a autour de l'import qui peut arriver. Et je pense que ça, moi, en tant que coach, ça m'intéresse plus de développer des joueurs français que de faire venir un Américain à qui j'ai pas grand-chose à apprendre et qui va faire son business un peu de son côté. Donc ça, c'est plus et c'est moins, ça a ses avantages et ses inconvénients. Un dernier mot sur les Templiers d'Elancourt. Georges Agostino, le président emblématique du club, a décidé de quitter son poste après 17 ans de bons et loyaux services. C'est Joël Da Silva qui reprend la main. Il nous a expliqué qu'il sentait une certaine usure sur son poste. Vous le comprenez, Frédéric Anderson ? Après 33 ans passés au club, et puis avec les années qui passent, c'est sûr que c'est Et 17 ans à la tête du club. Et 17 ans à la tête du club, c'est vrai que il en a vu passer des Américains, justement. Il en a vu passer des équipes, des saisons bonnes et mauvaises. Les bons et les moins bons. Il était au débarquement. Donc c'est vrai que oui, et puis c'est toujours intéressant. Si on avait travaillé aussi en amont pour préparer cette transition, on avait étoffé le bureau, etc. Finalement, sur le terrain, le passage de flambeau se voit beaucoup moins. C'est plus dans l'arrière-boutique, vis-à-vis des relations que le club peut avoir vis-à-vis des municipalités et des partenaires qui sont derrière, que ça va changer. Mais la cloche, pas deux fois. Mais ouais, non, c'est une page qui se tourne et ça fait un petit pincement au cœur quand même. Un petit vide. C'est la fin de cette page Foot US. On passe maintenant à notre focus du jour. C'est les blondes.
Dans notre focus, nous allons parler d'une vraie force de la nature. À 29 ans, Kadi Baradji réalise en moyenne 25 heures de sport par semaine et peut soulever jusqu'à 80 kg. Des performances qui lui ont permis de devenir Miss Fitness France à Créteil en novembre dernier. Pour réaliser cet exploit, cette ancienne athlète et tenniswoman d'1,68 m pour 60 kg a dû remporter plusieurs épreuves sur une journée. Elle était évidemment ravie de cette victoire. On l'écoute. J'avais vraiment envie de me dépasser et d'arriver au bout et de me dire j'ai fait tout ce que je pouvais, que je gagne ou pas en fait, d'être allé au bout de moi-même dans une compétition où c'était pas mon domaine en fait. En parallèle de ces grosses séances de fitness, Kadi donne des cours de pilates, de renforcement musculaire et surtout de zumba 5 fois par semaine entre Voisins-le-Bretonneux et Montigny-le-Bretonneux. Une vraie force de la nature. Une réaction par rapport à cette fille hors norme, Frédéric? C'est très bien ce qu'elle fait. Si elle peut inspirer les gens à faire plus de sport, à rester actifs, rien que pour la santé, même que ce ne soit pas dans une optique de compétition, c'est toujours une bonne chose. Yann? Alors moi j'ai découvert le fitness il n'y a pas très longtemps grâce à la chaîne L'équipe et j'étais impressionné par l'effort physique. C'est vrai que ça reste des poids qui sont pas accessibles à tout le monde et en plus un nombre de répétitions sur beaucoup d'épreuves qui sont vraiment très très costauds. Alors après c'était un championnat du monde qui était retransmis, mais non vraiment ouais, j'ai trouvé cette discipline très très complète et je comprends aussi la raison pour laquelle ça devient très il y a énormément de succès dans les salles parce que je pense que voilà, vous n'avez pas la pénalité du côté technique qui dans certains sports n'est acquis que très très jeune et donc quelqu'un qui est sportif et qui est endurant dans son sport, quand il arrive sur le fitness comme celui-là, il peut vraiment très rapidement prendre beaucoup de plaisir parce que la technique s'acquiert rapidement et moi, je me souviens, un petit parallèle, quand je me suis mis au roller, il m'a fallu plusieurs années pour pouvoir ne pas être bon techniquement, mais pour pouvoir vraiment faire des progrès. C'est très 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 long. Donc voilà, il y a beaucoup de sports où quand on arrive sur le tard, on est vraiment pénalisé. Et ce sport-là le permet. Et en plus, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas non plus énormément de traumatisme physique. Il y avait juste une épreuve de course à pied. Le reste, ça a l'air d'être quand même assez coulé et très encadré. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très très intéressant. La question sur ce thème, cette distinction permet-elle d'encourager la pratique du fitness? Oui, non? Oui, unanime. Jean-Miss, vous avez pris tout de suite votre... Oh oui, c'est toujours en plus... C'est un peu la mode, ça, là. Le fitness, le crossfit, c'est un petit peu les phénomènes de mode. Après, ça dure un petit peu. Je pense que ça va durer un petit peu, parce que quand je dis les phénomènes de mode, c'est que sur le début là, c'était quand même la 12e édition. Oui, c'est pour ça que je dis les phénomènes de mode, mais qui durent, comme le crossfit aussi. Crossfit, on disait ça va passer, et ça passe pas, ça continue, et ça prend même de l'ampleur. Et je pense que ce genre de résultats va encourager la pratique de cette discipline et surtout le nombre de pratiquants. Parce que forcément, en plus, c'est vraiment, comme l'a dit Yann, c'est vraiment, il n'y a pas véritable traumatisme. C'est accessible un peu à tout le monde. C'est simplement vraiment avoir du temps à consacrer et de l'énergie, parce que c'est pas évident quand même là. Elle a échelle beaucoup de choses, la gamine. Là, donc, 25 heures de sport par semaine. Et là, pendant une journée voilà, de sport. Donc la pratique à la base, de toute façon, la pratique du sport et la compétition à haut niveau, c'est très bon. Donc, c'est que du bonus, là. C'est ultra ludique aussi. Et moi, j'ai un ami qui a une salle de fitness, une salle de muscu dans le centre de la France, du côté d'Orléans. Et il a ouvert une section CrossFit. Elle a été très très rapidement, le cours a été très rapidement complet. C'est vraiment un énorme succès. Un vrai phénomène. Et un vrai succès, ouais. Raoul, quel est votre avis sur cette Kadi Baradji? On remarque que c'est un nouvel effet de mode, justement le fitness, le crossfit, faire attention à ce qu'on mange, et c'est très présent dans les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est surtout ça qui a une influence sur le fait que les salles de sport n'ont jamais été aussi pleines. Donc pas forcément sur un concours. Non, parce que c'est... on n'entend pas beaucoup parler. Oui, c'est plus le fait que les gens se diffusent, s'identifient à un objectif qu'ils veulent atteindre.
plus que cette Miss Fitness dont on n'a pas vraiment entendu parler dans le grand média, quoi. Je pense pas que ça va changer quelque chose, même s'il y a plein d'autres facteurs qui font que c'est une branche qui évolue, puis tant mieux, parce que ça fait partie des rares choses qui sont à la mode et qui sont saines aujourd'hui. En général, on tend plus vers quelque chose qui est malsain pour l'esprit et le corps. Et ça, on est là effectivement, c'est évolutif, donc tant mieux. Pratique. C'est le double sens, en fait. La pratique est pratique. Bien votre petite ardoise la devant pratique vous. est pratique, c'est-à-dire que c'est justement facile, rapide de pouvoir aller en salle et d'y passer le temps qu'on a, effectivement. Et là, sur ce débat-là, la première nouvelle, c'est de savoir qu'il y a un titre de Miss France Fitness, déjà. C'est ça qui est... Ça sera le mot de la fin, Pierre Chevalier. L'histoire de encourageant. Caddy avec le monde du sport n'est pas prête de se terminer. La sportive envisage de défendre son titre de Miss Fitness France l'année prochaine et de participer à d'autres concours. On passe maintenant à notre rubrique débat. Du cyclisme sur piste dans notre débat du jour, des revenants ont été retenus avec l'équipe de France pour une manche de Coupe du Monde programmée du 19 au 21 janvier. Grégory Boger et Mickaël Dalmeda qui s'entraînent depuis quelques semaines au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ils avaient la possibilité de relancer leur carrière en bleu à Minsk après avoir été écartés suite à leur comportement au JO de 2016 à Rio. Grégory Boger n'a finalement pas participé à cause d'une grippe. Le retour de ces deux légendes du cyclisme sur piste était déjà à l'étude au mois de novembre. On écoute le nouveau directeur technique national de la FFC. Les anciens, évidemment, sont toujours membres du Pôle France. Ils s'entraînent, ils font partie de l'équipe de France. Donc après une période un peu tumultueuse qui a été juste après les JO, tout s'est mis en place. On a repris l'entraînement sur de bonnes bases. Donc les anciens, avec une coupure de quelques mois, n'étaient pas compétitifs sur ce championnat. Donc ça nous a permis d'essayer des jeunes coureurs, de laisser leur chance aux jeunes coureurs. Et là, on a vu, on a vraiment vu des bons résultats. Leur retour dans les petits papiers des Bleus se fait seulement quelques semaines après les championnats du monde, avant les championnats du monde 2018 aux Pays-Bas à Apeldoorn. Il se fait dans un contexte où les jeunes de l'équipe de France brillent. Quentin Lafargue, 27 ans, Sébastien Vigier, 20 ans, Mathilde Gros, 18 ans, Benjamin Thomas, 22 ans, ont tous réalisé de très bons championnats d'Europe en novembre dernier. La question sur ce thème, pour les championnats du monde, vous êtes plus pour la nouvelle génération ou l'ancienne génération? Vous êtes plus pour la nouvelle génération, c'est vert. Ancienne génération, c'est rouge. Vous êtes tous pour la nouvelle génération. Yann. Tout simplement parce que l'ancienne génération n'a pas donné l'image, n'a pas fini sur l'image qu'elle aurait dû avoir, parce que malgré les multiples titres de champion du monde qu'ils ont pu acquérir pendant une longue période. C'est vrai que le fiasco de Rio pèse un peu dans la balance. Et donc maintenant on est plutôt tourné sur donc c'est les JO Tokyo et puis Paris 2024. Donc c'est les jeunes qu'il faut nourrir et qu'il faut aguerrir pour pouvoir être compétitif et lors de ces deux prochaines échéances qui sont pour le cyclisme sur piste en plus des échéances majeures. Aujourd'hui, Jason Kenny, on ne l'a pas revu. Le Britannique, champion olympique, double champion olympique à Londres et à Rio, on ne l'a toujours pas revu sur les compétitions. Il a repris l'entraînement, mais il est toujours pas là. Donc alors après, je ne vais pas dire que c'est trop tard pour Grégory, ni pour Mickaël, parce que Mickaël a été le meilleur finisseur sur la vitesse par équipe pendant de très très longues années, donc c'est encore possible. Grégory, et donc oui, j'allais prendre l'exemple de Sir Chris Hoy qui a été champion olympique de Keirin à 35 ans. Donc pour moi, il y a bien sûr que c'est pas trop tard pour eux, mais c'est vrai que faut qu'ils redorent leur blason. Auprès du grand public pour pouvoir mériter cette place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les résultats que les jeunes ont pu donner dernièrement, on a envie de les voir et on a envie et surtout la sympathie qu'ils peuvent dégager. Quentin Lafargue est un jeune qui est très très gentil, très accessible et donc on a envie de les voir et de les voir performer.
Maintenant, je pense que le problème de Quentin, c'est qu'il va certainement être barré par un petit jeune Sébastien Vigier, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a 20 ans et qui est vraiment très très impressionnant. Jean-Miss, je vais quand même rappeler les palmarès de Grégory Boger et Michael D'Almeida. Grégory Boger a 32 ans, il a remporté 4 titres de champion du monde en vitesse individuelle, 5 en équipe. Il a remporté 4 médailles au JO, mais jamais de médaille d'or pour le Tigre. Michael D'Almeida, lui, 30 ans, 2 médailles olympiques, une médaille d'or acquise en 2015 au championnat du monde de 50 ans en Yvelines. Ils ont un palmarès quand même qui fait rêver, Jean. C'est vrai. Mais, ça vous fait rêver? Ah oui, ça me fait rêver. Je rêve. Ça, oui, non, mais là... non, mais Trentin et Morellon aussi, ils avaient des palmarès fabuleux. Mais place aux jeunes, quoi. Place aux jeunes, parce que c'est pas avec eux. Certes, Yann l'a dit, ils ont eu un très très beau palmarès, on ne peut que les féliciter. Maintenant, en 2024, c'est Paris. 2024, ces compétiteurs-là n'y seront pas, quoi. Donc il faut quand même voir un petit peu plus loin que les échéances proches. Et c'est avec ces jeunes qu'on fera une belle équipe et qu'on ira gratter des titres. Et puis peut-être que dans 10 ans, ces jeunes-là auront le même, voire peut-être un palmarès plus important. On ne peut pas être et avoir été, donc faut savoir laisser la place. Ouais, Frédéric Anderson, finalement, celui qui arrive à le mieux tirer son épingle du jeu, c'est peut-être François Pervis, qui a pareil, le même âge que Grégory Boger, et finalement, qui arrive à s'implanter dans cette équipe de France jeune. Il participe depuis le JO de Rio à des épreuves de Coupe du Monde et des championnats. Il est champion du monde. Et il est champion du monde en titre également. Non, c'est vrai. Après, on n'est pas forcément obligé d'opposer les anciens et les nouveaux. Je pense que la première échéance, ça va être Tokyo. Tokyo, c'est dans 2 ans, c'est pas très loin. Est-ce que ça peut être l'occasion d'un passage de relais? C'est vrai que les jeunes peuvent toujours profiter de l'expérience des anciens. Et c'est vrai que s'ils peuvent ne pas répliquer les erreurs de la génération précédente, c'est toujours un bonus, surtout si on voit à long terme et qu'on essaie de préparer au mieux Paris 2024. Parce que là, pour le coup, c'est dans 6 ans. Et c'est vrai que la génération actuelle, ceux qui sont en fin de carrière, ils ne seront plus là. Donc, non, je pense qu'il faut être intelligent dans la stratégie qu'on adopte sur les prochaines années à venir, essayer de trouver un équilibre entre l'expérience et des anciens qui sont toujours performants, et puis des jeunes prometteurs qui montrent déjà des résultats très satisfaisants indépendamment de leur âge. Donc maintenant, le défi, ça va être de durer sur plusieurs Olympiades et faire en sorte que le cyclisme français reste en haut de l'affiche pour de nombreuses années. Raoul, vous êtes d'accord avec Frédéric Anderson? Il faut mixer peut-être ancienne génération et nouvelle génération? Pour moi, pour des grandes échéances, c'est quasiment une recette pour moi qui est indispensable, parce que je pense déjà à 30 ans, on ne s'est pas non plus énormément écarté de son pic de forme, je pense. Même si le cyclisme, c'est pas mon domaine, dans quasiment tous les sports, à 30 ans, on n'est jamais un ancien sportif. Il n'y a pas beaucoup des sports dans lesquels on est vu à 30 ans. Ensuite, par contre, on a cette expérience des grosses échéances passées. Et justement, il y a quand même un bon pourcentage de la réussite qui dépend de la gestion de son stress et de la gestion de son quotidien tout au sein de l'événement. Et ça, il n'y a que les anciens qui peuvent nous l'apprendre. Donc je crois que c'est très important qu'il y ait toujours des personnes qui ont déjà vécu ces échéances pour savoir comment gérer son énergie, à quel moment il faut mettre la pression, à quel moment il faut contrairement à un jeune qui n'a pas forcément l'expérience de son corps. Tout le talent, toute la condition physique, mais qui n'a pas vraiment de repères émotifs dans des événements comme les JO ou les championnats du monde. Voilà. C'est ce qui se passait avant. Dans l'équipe de France, le flambeau se transmettait un petit peu d'année en année. Florian Rousseau, parce que l'avantage d'un sprinter, c'est vrai que la carrière est quand même très longue. Et dans le cyclisme, les carrières sont longues. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a les nouvelles générations arrivées, mais ils étaient encadrés, par les anciens. Le problème qu'il y a avec Grégory et Michael, c'est vrai que le fait d'avoir terni leur image, peut-être que les jeunes vont peut-être être un peu confiance. Voilà, tout à fait. Donc là, ils ont un gros travail à faire pour montrer qu'ils sont capables de le faire. Et je sais que Michael, parce que j'ai déjà vu Michael donner des conseils sur des championnats régionaux auxquels il venait participer aux jeunes en leur disant, tu vois, sur cette manche-là, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Donc ils sont capables de le faire. Maintenant, voilà, il va falloir travailler et montrer
qu'ils en ont l'envie et qui sont capables et de redorer cette image. On va parler également des filles. Il y a Sandy Claire, 29 ans, qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. Très grande espoir féminine depuis plusieurs années. Elle est partie à Tahiti pendant les vacances pour revenir encore plus forte. Mathilde de Gros, qui est la nouvelle sprinteuse, on peut dire phare, pépite du cyclisme français, aura peut-être besoin de Sandy Claire à l'avenir pour pouvoir grandir encore un peu plus. Ah mais complètement, Mathilde. Aux côtés de Sandy Claire, ça peut faire un beau duo. Les deux. Oui, bien sûr, mais parce que la problématique de Mathilde, c'est que le vélo, il y a 3 ans, elle ne savait pas ce que c'était, quoi. Donc, elle est arrivée vraiment pas sur le tard, mais elle est arrivée par hasard sur un vélo. C'est plus cette expression-là qu'il faut retenir. Et donc, elle a énormément à apprendre. Maintenant, elle a des qualités qui sont incroyables. C'est donné à très peu de gens. Enfin ouais, c'est unique même, je dirais. Elle faisait du basket il y a encore 3 ans. Voilà, elle était dans un pôle espoir régional en basket, et suite à des tests sur un vélo, eh bien ils se sont rendus compte qu'il valait mieux qu'elle aille faire du vélo, et c'est les résultats les derniers résultats le prouvent, puisqu'à peine montée sur le vélo, elle est championne du monde junior, donc c'est énorme. Et puis elle a battu tous les records tous les records nationaux qui avaient été établis par les précédentes coureuse française. Je vais y arriver, je reprends ma respiration. Et puis donc maintenant, Mathilde arrive aussi à avoir de très bons résultats. Elle a obtenu des deuxièmes temps sur des manches qualificatives en 200 mètres sur les Coupes du Monde. Donc elle est vraiment impressionnante. On voit ses chronos descendre très très rapidement et très très régulièrement. Donc elle doit s'appuyer aussi de la prestance de Sandy Claire. Sandy Claire doit lui servir et doit lui apporter de l'expérience en termes de ce que disait Raoul, pour comment aborder les compétitions, comment aborder les échéances. Donc là, Mathilde avait rendez-vous aujourd'hui avec son chirurgien, et j'ai pas eu les résultats, mais normalement, donc, elle devrait pouvoir reprendre l'entraînement, et même si elle l'a pas beaucoup arrêté, pouvoir et donc être compétitive pour les championnats du monde. Maintenant, ça va être des championnats du monde qui vont simplement servir pour prendre de l'expérience. Arrêtez de nous couper. Et puis voilà, elle va. Jean, peut-être que vous êtes un peu comme Mathilde Gros. Peut-être éventuellement vous pouvez tester. Sur le nom, non Non, pas sur le nom. Sur la performance, peut-être vous pourriez tester Vous pourriez peut-être tester le cyclisme. Peut-être que vous êtes très bon en cyclisme, peut-être. C'est le scooter qui c'est possible. Oui, j'ai vu le scooter là. Sur les images, on prend le scooter, ça sera beaucoup mieux. Le scooter, ça sera mieux. Alors, l'annonce de la sélection officielle se fera le mardi 6 février. Les championnats du monde se dérouleront du 28 février au 4 mars. Et voilà, ça sera le mot de la fin sur cette émission. Yann Dujarrier, désolé de vous avoir coupé. C'est la fin donc de cette émission. On se retrouve le jeudi à 8 février pour une nouvelle émission. On va terminer par une citation d'un boxeur professionnel, Sugar Ray Robinson. Pour être champion, vous devez croire en vous-même quand personne d'autre ne le fait. Je vous laisse. À bientôt sur TV 78.